bien en Oui, c'est bon. diaporama, oui? D'accord, bon, mais très bien. Donc, merci, merci à tous et merci de m'avoir demandé de parler de ce sujet. Donc, le thème du sujet, c'est l'intérêt et les indications de la ventilation non invasive en situation aiguë dans la BPCO. Donc, bon, j'espère que vous êtes à peu près tous convaincus de l'intérêt hein, de la VNI dans ce contexte, mais on va faire un rapide point d'étape. Donc, je vous rappelle que l'insuffisance respiratoire aiguë, bon, on a trois cas de figure. On a l'insuffisance respiratoire dans laquelle il n'y a ni hypoxie ni hypercapnie. C'est généralement l'obstruction trachéale et ça se traite par une désobstruction. On a les insuffisances respiratoires aiguës où on a essentiellement un phénomène hypoxique non hypercapnique. Et là, le traitement, c'est bien évidemment d'oxygéner. Ça va être oxygéné par de l'oxygène standard, par du haut débit nasal et lorsqu'on est obligé de ventiler, en général, c'est par voie invasive. Et enfin, il y a ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë, hypoxique et hypercapnique. Et donc là, il faut ventiler les patients. Et pour les ventiler, on va en première intention faire de la ventilation non invasive. Donc, il y a différentes conférences de consensus qui se sont penchées sur le sujet. Il y en a une qui date maintenant d'il y a pratiquement 20 ans, qui a le grand avantage d'être faite par des sociétés savantes françaises et d'être éditée en français. Et vous l'avez sur le site de la SPLF. Et ça recouvre toutes les indications de la ventilation non invasive en situation aiguë, avec bien évidemment des éléments qu'il faudra revoir probablement parce que peut-être un peu obsolètes actuellement, mais en tout cas en termes d'indication, on reste sur les mêmes éléments qu'il y a pratiquement 20 ans. Il y a eu une actualisation européenne donc, qui est parue dans l'ERJ en 2017, qui a refait un petit peu le point sur les guidelines européennes et américaines, hein, sur les guidelines sur ce sujet. Donc, je vous rappelle hein, que l'exacerbation de BPCO, ben, c'est un événement aigu avec une persistance des symptômes respiratoires au-delà de leur variation quotidienne et qu'on va parler d'exacerbation sévère lorsqu'on a une acidose respiratoire et la mise en jeu du pronostic vital. Et on va parler d'acidose respiratoire avec un pH qui est inférieur à 7,35. Donc, la BPCO, vous savez tous que c'est un équilibre fragile en situation chronique au quotidien. Il y a un équilibre entre les charges qu'on impose au système respiratoire et les capacités de ce système respiratoire. Et il va y avoir, alors ce que j'ai appelé une décompensation ou une exacerbation sévère, lorsque les charges qu'on impose au système respiratoire sont trop importantes ou que les capacités du système respiratoire sont diminuées ou les deux associés. Donc, on a trop de charges quand on est encombré, quand on a un bronchospasme, donc toutes les situations infectieuses, mais aussi quand on est angoissé, quand on hyperventile, quand on a mal, et donc toutes les situations où on peut avoir, par exemple, une chirurgie abdominale, thoracique, un traumatisme, ça va favoriser le risque d'exacerbation sévère. Et c'est pour ça que, par exemple, on garde en hospitalisation un patient insuffisant respiratoire qui a 3 fractures de côte pour vérifier que son état ne se dégrade pas, parce que vous savez qu'il va se retenir de tousser, qu'il va s'encombrer, que la douleur en elle-même génère une hyperventilation qui va le mettre en difficulté. Mais on peut aussi avoir des exacerbations quand on a une capacité du système respiratoire qui est diminuée, par exemple en cas de dénutrition, en cas de problèmes intercurrents, là encore, comme les douleurs, etc., ou le déconditionnement musculaire. Donc, un patient qui reste pendant un mois l'été sans faire de kiné respiratoire parce que son kiné n'est plus là, qui mange moins parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il a trop chaud, qui est déshydraté, ben, il va avoir des capacités qui vont être amoindries par rapport à la charge qu'il a à supporter et il risque de se décompenser. Et donc la VNI, dans ce contexte, eh bien, ça va avoir différents types d'effets. Ça va jouer sur la commande centrale en corrigeant la réponse au CO2. La VNI va permettre de compenser les résistances des voies aériennes supérieures, mais aussi de compenser l'hyperinflation dynamique. Et enfin, ça va aider les muscles respiratoires par le biais de l'aide inspiratoire. Ça va aider notamment le diaphragme et les muscles accessoires pour prendre l'air, pour ventiler mieux. Et donc, quand on nous demande si la VNI a un intérêt
dans l'exacerbation sévère de BPCO? Ben, bien évidemment, ça c'est connu depuis 30 ans maintenant, depuis les premières études de Laurent Brochard, et depuis, il n'y a pas d'étude qui ait montré le contraire. Quand on fait de la VNI à ces patients qui sont en acidose respiratoire, on diminue le taux d'intubation, on diminue la durée de séjour en réanimation, on diminue les complications liées à la réanimation et enfin on diminue la mortalité de façon tout à fait notable. Vous voyez ici dans cette étude, 30% de mortalité quand on fait un traitement standard, moins de 10% quand on utilise la ventilation non invasive. Et à l'époque, bah, vous voyez le matériel qui était utilisé, des masques très rigides d'anesthésie et qui étaient aussi associés à des ventilateurs qui étaient des ventilateurs volumétriques. Donc, on peut très bien faire de la ventilation efficace avec ce type de matériel. Bien évidemment, maintenant, avec le matériel qu'on a, ben, c'est beaucoup plus facile et il n'y a pas de raison de se limiter en raison du matériel en tout cas. Donc, depuis ces études des années 90, ben, il y a une conférence de consensus international en 2020 qui a bien dit qu'on devait, dans tous les cas, utiliser, enfin, en tout cas, essayer la ventilation non invasive avant d'intuber les patients, hors contre-indication qu'on verra tout à l'heure. Donc, voilà, ce qui est recommandé actuellement dans les guidelines de 2017, mais aussi dans les conférences françaises et aussi dans le GOLD 2024, c'est de mettre en place la VNI lorsque les patients sont en acidose, ici en dessous de 7,35 de pH, et ou lorsqu'il y a des signes de fatigue respiratoire, donc la mise en jeu des muscles accessoires, le balancement thoraco-abdominal, etc., et ou, alors là, dans le GOLD, moi, je suis un peu sceptique, mais sur une hypoxémie sévère et persistante, en dépit d'une oxygénothérapie. Alors, vous savez que les patients qui sont en insuffisance respiratoire sur une décompensation hypercapnique de BPCO, ils sont hypoxiques soit, mais relativement peu. Donc, lorsqu'ils sont très hypoxiques, que ça ne se corrige pas par de l'oxygène, il faut se poser la question du pourquoi. Alors, ils ont le droit de faire un SDRA, ils ont le droit d'être très encombrés, il faut traiter l'encombrement, ils ont le droit de faire une embolie pulmonaire, mais on se pose toujours la question du pourquoi. On va leur mettre de la VNI, bien évidemment, mais il faut quand même voilà, savoir pourquoi ils sont particulièrement hypoxiques, notamment s'ils ne sont pas hypercapniques. Alors, pourquoi est-ce qu'on privilégie la ventilation non invasive par rapport à la ventilation invasive? Tout bêtement, déjà, parce que quand on intube quelqu'un, il faudra l'extuber après, donc ça augmente la durée de séjour à l'hôpital, qu'il y a un risque quand quand on intube un patient, un risque quand on fait le geste. Vous avez probablement tous peur, entre guillemets, d'intuber. Parce que en effet, quand on intube, il faut réussir le geste, bien évidemment. Et il y a un risque de lésion trachéale, de lésion des cordes vocales, etc. C'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de choses, mais voilà, il y a un risque au niveau de l'induction, un risque de ne pas pouvoir extuber le patient, notamment si c'est un patient qui est déjà très sévère, très comorbide et qui a déjà un handicap respiratoire de base. Et enfin, on a des conséquences de la ventilation, de la ventilation invasive qui sont essentiellement des conséquences hémodynamiques. Lorsqu'on ventile ces patients, on a un risque de les hyperinflater. Donc, il faut vraiment savoir bien les ventiler. Il faut essayer de ne pas mettre de PEP externe, de mettre un temps expiratoire prolongé, de mettre des fréquences respiratoires basses et parfois même de les vider de façon manuelle pour éviter cette hyperinflation qui entraîne une gêne au retour veineux au cœur et qui va entraîner une diminution de la pression artérielle et parfois la nécessité d'amines. Et quand on est obligé de mettre des amines à un BPCO qui est intubé, il faut vraiment d'abord essayer de vider le thorax, de diminuer le plus possible l'autopèque parce qu'on est généralement confronté en fait à des conséquences de notre ventilation. Donc en fait, on a des patients qui sont sous amine uniquement parce qu'on ne les ventile pas correctement. Donc des conséquences qui sont loin d'être négligeables.
Alors, il y a deux questions qui se posent quand on ventile ces patients en exacerbation de BPCO. Est-ce qu'il faut faire de la VNI en prévention de l'acidose respiratoire? Et là, il y a quelques études qui montrent que non. Si on fait la VNI trop précocement chez des patients qui ne sont pas très acides, la VNI, elle est moins bien tolérée. Ça n'a pas d'effet sur l'intubation et sur la mortalité. Et après, pour le coup, quand on veut faire de la VNI chez les patients, chez ces mêmes patients, quand ils deviennent acides, ben, ils n'ont pas un très bon souvenir de la technique et ce n'est pas forcément une réussite. Donc, ce n'est pas forcément bien de les ventiler lorsqu'ils ne sont pas acides. Alors, par contre, je vous rappelle qu'en chronique, mais ça, Léo va en parler, il y a quand même une indication chez les patients hypercapniques. Donc, un patient qui arrive à 2 heures du matin, qui a une PCO2 à 62 000 mètres de mercure, mais un pH tamponné à 7,37, ce n'est pas une urgence de lui sauter dessus avec la VNI, et probablement on sera confronté à un échec si on lui fait de la VNI à 2 heures du mat. Par contre, la question se posera de façon tout à fait légitime à distance et puis à des heures ouvrables, j'allais dire, ou en tout cas plus tolérables pour le patient. Contrairement au patient qui va avoir 7,20 de pH, où là, on ne lui laisse pas le choix, et nous, on n'a pas le choix non plus, on lui fait la VNI dans ce contexte. La deuxième question, donc, c'est dans l'acidose hypercapnique pour éviter l'intubation. Ben oui, c'est là où on a la meilleure indication. Donc, il faut que votre patient soit acide, hypercapnique, et là, on ne se pose pas la question, on met de la VNI. Donc, là, je vous ai remis hein, les recommandations du GOLD. Bien évidemment, euh, on tient compte des contre-indications à la VNI. Alors là, elles sont en anglais. Je vous ai remis celles de la conférence de consensus française. Des contre-indications qui coulent de source, hein, l'état de choc, l'arrêt cardiaque, les vomissements, l'hémorragie digestive. Bien évidemment, dans ce contexte, on ne fait pas de ventilation non invasive et on intube le patient. Deux contre-indications, c'est le coma, mais sauf le coma hypercapnique. Alors, vous allez me dire peut-être que ce n'est pas évident de savoir parfois si le patient il est dans un coma hypercapnique ou dans que son coma est d'une autre cause. Ben, on lui met la VNI, on regarde s'il se réveille et il va se réveiller rapidement si c'est un coma hypercapnique. Hein, il va se réveiller dans les 15 minutes qui suivent. Donc, on le surveille, on voit comment ça se passe. Et s'il se réveille, c'est que c'était ça et on continue la VNI. L'autre contre-indication qui est vraiment intéressante et dont il faut vraiment tenir compte et ça va sous-tendre la discussion qu'on va avoir après, c'est l'environnement inadapté ou l'expertise insuffisante de l'équipe. On ne met pas de la VNI en situation aiguë n'importe où. Donc ça, on va parler du lieu de mise en place tout à l'heure. Mais clairement, ben, nous, dans mon hôpital, on peut héberger des patients en dermato, en ORL. Ben, on n'héberge pas un patient qu'il faut ventiler dans ces services parce qu'on ne sait pas surveiller la ventilation. Donc ça, c'est vraiment une contre-indication essentielle et c'est une contre-indication à laquelle dont il faut tenir compte aussi dans des hôpitaux périphériques ou dans des cliniques. On ne laisse pas un patient qu'il faut ventiler dans une clinique où il n'y a pas un docteur la nuit ou dans un hôpital périphérique quand il y a une infirmière pour 35 patients. Ça, c'est pas possible et c'est pas envisageable. Et le cours que je vous fais là, ben, il peut être valable dans un CHU, mais il va être à adapter dans d'autres endroits parce que dans un CHU, on a des moyens, on a des médecins de garde, on a des internes de garde. Par contre, dans certains hôpitaux, on n'a pas tous ces moyens-là. Donc, ça nous amène aux modalités pratiques et notamment où prendre en charge ces patients. Ben, dans un endroit où on sait faire de la VNI, donc ça c'est ce que je viens de vous dire, il faut que les médecins sachent faire, mais il faut aussi que le personnel paramédical sache faire parce que c'est eux qui surveillent le patient. Donc il faut un kiné, si on en a, ben, tant mieux, mais il faut des infirmières qui savent mettre en place un masque, qui savent surveiller un ventilateur, qui savent surveiller un patient, qui connaissent les signes de détresse respiratoire, sinon on court à l'échec. Il faut un endroit où on sait désencombrer les patients, donc où on a un kinésithérapeute, donc où on a la possibilité technique de surveiller les patients. Pour le mieux, c'est un monitoring continu de la saturation, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respi, de la pression artérielle. Alors, monitoring continu de la pression, non, mais monitoring continu de la saturation, ça c'est très clair, et où on peut prendre la pression artérielle régulièrement. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'une infirmière pour 35 patients dans une salle de pneumo,
Eh ben, c'est pas possible de faire tout ça. Elle peut pas aller tous les quarts d'heure prendre la pression artérielle et regarder si le patient se réveille ou tombe dans le coma. Donc ça, il faut être réaliste à ce sujet. Il faut un endroit où on connaît les critères d'intubation et où on sait intuber. Donc, il faut un médecin présent et ou un endroit où on peut avoir une discussion éclairée avec le patient, la famille, les référents pour savoir jusqu'où on va. Et pourquoi est-ce que on pose cette question de est-ce qu'on peut prendre en charge ces patients dans une salle de pneumologie? Mais parce que ça se pose de plus en plus. De plus en plus, on a des patients qui nécessitent de la VNI et les capacités des services de réa ne sont pas extensibles, que dans les services de pneumologie, quand même dans des hôpitaux périphériques, ben, les gens sont de plus en plus formés, hein. Nous, on fait de plus en plus de cours à des médecins, à des infirmières, à des kinés qui prennent en charge des patients qui sont parfois ventilés en chronique, qui sont ventilés lourds. Donc, il y a quand même une expertise dans ces services. Ce sont des situations fréquentes en salle de pneumo, hein. Vous avez sûrement dû tous prendre en charge un patient qui a une exacerbation sans signe de gravité et puis eh ben, il se dégrade secondairement, il fait un OAP, il fait un bronchospasme, il faut pouvoir le prendre en charge vite. Et puis on a aussi des patients qui sont en limitation de soins, qui ont été limités dès les urgences par des réanimateurs qui ont dit ben, on n'acceptera pas ce patient en réanimation, on ne l'intubera pas, mais néanmoins ben, ces patients-là passent le cap avec une ventilation non invasive. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un patient gravissime, un patient qui est sous VNI quasiment en continu à la maison, qui a été admis dans un hôpital périph dans le coma, un coma hypercapnique. Donc, bien évidemment, ce monsieur récusé de l'AREA, il doit avoir un VEMS à 200, récusé de l'AREA, récusé de l'intubation, bien entendu. Eh ben, ce patient est encore vivant actuellement. Il est revenu dans son état de base avec sa VNI. Il suffisait de lui remettre la VNI, de faire quelques aérosols et un peu de kiné. Donc, clairement, ben, ce patient, il a été pris en charge dans un service de pneumo, dans un état catastrophique dans le coma, et il s'est réveillé et il est toujours vivant maintenant. Donc, c'est possible de le faire, mais il faut savoir jusqu'où on va et ce qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir aussi qu'il faut faire vite, hein, ces patients-là, ben, on a plus de risques d'échec s'ils sont trop acides, s'ils sont dans le coma, donc, et s'ils ont beaucoup de signes de détresse, donc il faut les prendre en charge rapidement. Et parfois, ben, on n'a pas le temps d'attendre les 12 heures où il y aura une place en réa, faut les prendre en charge plus vite. Donc, on peut le faire en salle si on a du personnel formé, si on connaît bien les facteurs de risque d'échec et si on sait jusqu'où on va pour tel ou tel patient. Donc, un patient jeune qui est sur liste de transplantation, ben, on va tout faire pour qu'il soit pris en charge en réanimation. Le patient, comme mon patient de la semaine dernière, eh ben, on va peut-être le garder en salle de pneumologie en connaissant les insuffisances de la salle de pneumologie, mais en se disant, ben voilà, enfin, on va quand même lui faire le traitement dans ce contexte. Donc, les services de pneumo, ben, probablement pas, sauf que ben, c'est parfois la seule solution et qu'il faut qu'on se fixe des limites de prise en charge en fonction des possibilités locales. J'en parlerai tout à l'heure. Les unités de soins intensifs respiratoires, ben, c'est là la meilleure indication et à mon avis mieux que la réanimation parce que en réa, ben, on doit garder les places de réa pour les patients qui font du polydéfaillant. Mais malgré tout, ben, les soins intensifs de réa, respiratoire, pardon, il n'y en a pas partout. Il y en a moins d'une dizaine en France, ce qui est bien dommage, mais c'est probablement ça le plus indiqué. Et donc, si vous voyez donc sur le Gold, ils nous disent bien qu'il faut mettre en place, qu'il faut prendre en charge les patients en réanimation lorsqu'ils ont une acidose en dessous de 7,25. Et donc, entre 7,35 et 7,25, manifestement, ils laissent ces patients dans des salles de pneumologie. Je crois que c'est vraiment nous, en France, à adapter aux besoins locaux. Donc, vous voyez, nous, à Toulouse, on a un interne de garde, on a une USIR, on a un senior de garde sur place et on met un cut-off pour la salle à 7,30. Donc, en dessous de 7,30, on met aux soins intensifs. Au-dessus, on laisse en salle de pneumologie. Mais ça, c'est vraiment à adapter aux possibilités locales. Et probablement que si je fais ce cours-là dans un hôpital périphérique de la région, je vais être amené à monter un peu le cut-off de pH parce que les moyens locaux ne sont pas les mêmes. Donc, je crois que vraiment, il ne faut pas être dogmatique, mais il faut se baser sur les possibilités
locale de prise en charge. Et je crois que c'est vraiment actuellement une question vraiment importante à laquelle il faudrait qu'on réponde probablement avec les sociétés savantes de réanimation, mais pour le moment, ce n'est pas forcément leur souhait. Donc, comment est-ce qu'on fait de la VNI? Ben, il faut choisir un ventilateur. Donc, si on est dans une salle de pneumo, ben, ça va être les ventilateurs de domicile. Si on est en réanimation ou aux soins intensifs, on a le choix entre les ventilateurs de réa et les ventilateurs de domicile. Pour ce qui est d'un ventilateur de réa, ben maintenant, ils ont de bonnes performances. Ils compensent les fuites beaucoup mieux quand on met en place le module VNI. Ils permettent un monitorage complet avec notamment la vision des fuites et des courbes. Et ils permettent un monitoring de la FiO2 et une FiO2 stable. Les réglages sont intuitifs pour des non-pneumologues. Donc, pour le coup, quand on est en réanimation, mais c'est vrai que souvent, on privilégie ces ventilateurs-là. Pour ce qui est des ventilateurs de domicile, ben, ils savent faire de la VNI, ils sont faits pour ça. Donc, c'est vraiment, voilà, on peut faire de la VNI en aigu à un patient qui a 7,20 pH avec un ventilateur de niveau 2, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut connaître les insuffisances. On n'a pas des fuites, on n'a pas les courbes. On n'a pas de monitoring correct de la FiO2. On est lié à l'oxygène mural. Et lorsque le patient est très hypoxique, ben, on est limité en termes de FiO2. Ils sont connus des pneumologues, c'est très bien, on doit tous les connaître, mais par contre, les réanimateurs ne les connaissent pas. Et par contre, ils donnent accès à des interfaces variées, et ça, c'est plutôt bien. Donc, dans l'idéal, c'est pas mal de monitorer le VTE, même si moi, c'est vrai que ce n'est pas forcément le paramètre que je regarde. Moi, je regarde les courbes, la synchronisation du patient, la saturation si je ne mets pas trop d'oxygène, et la gazométrie. Les interfaces, ben, vous savez qu'on va en situation aiguë commencer par une interface nasobuccale. Lorsqu'on utilise un ventilateur double branche, ben, ça va être une interface sans fuite et vous savez qu'elles ont toutes un coup de bleu comme celui-ci hein, pour dire qu'elles sont sans fuite. Ben, on a des masques nasobuccaux, on a des masques faciaux et puis l'helmet, hein, le casque que vous avez peut-être probablement jamais vu parce qu'en France, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas trop. Si vous voyez des publis italiennes, ils font toujours une fois par an, il y a au moins une publi sur l'helmet, mais nous, ce n'est pas notre habitude. Par contre, il faut savoir que changer de masque, c'est pas mal et que le masque, c'est souvent un facteur limitant de la VNI. Et plutôt que d'intuber le patient, ben, mettre un autre masque, c'est bien. Et parfois, passer à une interface à fuite avec un ventilateur de domicile, ben, ça permet de passer le cap. Pour ce qui est des réglages, ben, on utilise en première intention le mode VSAI PEP que vous avez sur les ventilateurs de réa. Sur un ventilateur de domicile, c'est grosso modo le mode ST. Vous savez probablement que la différence entre les deux, c'est que sur un mode VSAI PEP, vous réglez une aide inspiratoire, une PEP. Et sur vos ventilateurs de domicile en mode ST, vous allez régler une pression inspiratoire ou IPAP, c'est la somme de l'aide et de la PEP, et vous réglez une PEP aussi. Donc, très rapidement, votre patient, d'abord, vous essayez de lui expliquer s'il est capable de comprendre, vous essayez de le calmer. On ne rentre pas dans une chambre de patient en décompensation à 15 en criant, en mettant les alarmes dans tous les sens. On essaie de calmer le jeu. En général, les patients, ils sont agités, ils ne comprennent rien à ce qu'on leur dit, ils n'arrivent pas à respirer. Si on est 15 autour, ils arrivent encore moins à respirer. Donc, on s'assoit sur le lit, on met la main sur le patient, on essaie de le calmer, de le rassurer et on va faire un essai avec le masque sur le nez tranquillement, voilà, en montrant qu'on maîtrise les choses et pas qu'on s'agite autant que le patient. On le laisse à jeun jusqu'à amélioration franche, en position demi-assise la plupart du temps. Le ventilateur, ben, si on prend un ventilateur de réa, donc on le règle en mode VSAI PEP avec ce fameux module VNI que tous nos ventilateurs ont maintenant. Les réglages initiaux, ben, vous voyez que par rapport à ce que Léo va vous dire, l'aide inspiratoire, elle est basse. La PEP, elle n'est pas très haute, elle est entre 4 et 7 cm d'eau, en général 5-6. La PEP, je vous rappelle qu'elle sert à vaincre l'autopep, enfin pas à vaincre l'autopep, à compenser l'autopep et à éviter les apnées, hein, à maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. La pente, elle est généralement assez raide. Le trigger inspiratoire sensible, mais si vous avez un patient agité, si vous avez un patient qui parle, s'il est encombré, ben, il faudra peut-être le durcir un petit peu.
On va régler un TI max, notamment s'il y a des fuites, c'est important pour arrêter l'insufflation et laisser souffler le patient. Nous, on lui met systématiquement un humidificateur chauffant et pas un filtre parce que s'il y a trop de fuite, le filtre ne sert à rien. Et on va mettre une FiO2 pour une saturation entre 88 et 92% et pas plus. Et donc, les objectifs, c'est que la fréquence respiratoire baisse, que le VTE soit globalement entre 7 et 8 millilitres/kg de poids théorique, qu'il n'y ait pas trop de fuite et pas d'asynchronie. Donc ça, c'est les objectifs idéaux. Je vous ai dit fréquence respiratoire qui baisse et pas fréquence respiratoire en dessous de 25 par minute, parce que j'avoue que initialement, là, on n'y arrive jamais. Donc, si votre patient il est à 40 par minute de fréquence au départ, ben, s'il passe à 30, c'est déjà pas mal. Et puis après, on va affiner les choses. Et surtout, on regarde l'asynchronie et on écoute le patient. Si vous voyez que votre patient il essaie de souffler et que la machine continue à lui à envoyer de l'air, il y a manifestement une asynchronie, peut-être qu'il y a des fuites. Il faut regarder ces fuites, corriger ces fuites et essayer de corriger tous ces paramètres. La surveillance, elle est ventilatoire, donc on évalue la dyspnée, on regarde la fréquence respi, la saturation, mais la saturation, il ne faut pas qu'on monte sans arrêt la FiO2. Si on est en train de monter la FiO2, ça veut dire qu'on ne ventile pas bien notre patient. On regarde les courbes pour voir si le patient il est synchronisé ou pas. Et on va faire une gazo. Donc, la première gazo, elle peut être à une demi-heure, trois quarts d'heure. Et on va faire des gazos répétés. Donc, nous, quand on met nos patients aux soins intensifs, on leur met un cathéter artériel très rapidement parce que sinon, on se pose la question une fois que le patient il est plein d'hématomes et on n'arrive plus à le prélever. Et puis la clinique, donc la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le confort, la tolérance, les complications, l'état de conscience. Donc tout ça, il faut l'évaluer très régulièrement et c'est pour ça qu'il faut une équipe paramédicale qui sache évaluer ça. Sinon, c'est à vous de camper à côté du patient et ce n'est pas forcément votre but. Donc, on adapte les réglages et à chaque changement de réglage, on refait une gazo trois quarts d'heure, une heure après. Et ensuite, VNI continue, discontinue, ben ça, c'est toujours la question. Il n'y a pas forcément de bonne réponse. Nous, on fait de la VNI en continu jusqu'à ce que le pH passe au-dessus de 7,30. Quand il est au-dessus de 7,30, on va essayer d'arrêter la ventilation et on rebranche le patient systématiquement au bout d'une heure, 2 heures, ça dépend du protocole qu'on a fixé. Ou alors, si le patient, bien sûr, présente des signes de détresse respiratoire ou une désaturation. La quantité d'oxygène, donc objectif saturation 88-92%, mais nous, les infirmières, elles ont pour consigne d'appeler si le patient désature, notamment la nuit, parce que souvent, ben, elles montent l'oxygène la nuit quand le patient s'endort, parce qu'il fait des apnées. Donc, le but, ce n'est pas d'augmenter l'oxygène, c'est d'augmenter la PEP dans ce cas-là. Et pour ce qui est du haut débit nasal, donc il y a des études qui ont été publiées déjà et qui sont en cours sur VNI versus haut débit nasal dans l'exacerbation aiguë acide de BPCO. Pour le moment, il y a des études de non-infériorité qui montrent que le haut débit fait pareil que la VNI. Ça me chagrine un peu. Pour moi, la VNI, c'est le traitement de première intention, probablement de seule intention dans ce contexte-là. Par contre, le haut débit peut tout à fait avoir une place en alternance avec la ventilation. Donc, lorsqu'on débranche notre patient, on lui met du haut débit. Ça a comme intérêt d'humidifier les voies aériennes et donc d'humidifier les sécrétions, de diminuer le travail respiratoire du patient. Donc, le haut débit peut tout à fait avoir un rôle, mais à mon sens, de façon complémentaire à la VNI et pas en opposition à la VNI. Sachant qu'à mon avis, il y a quand même un gros danger à faire du haut débit exclusif, c'est que c'est quand même quelque chose de plus facile à faire et j'ai peur que aux urgences, dans certains services de réa, voire dans certains services de pneumo, on se dise c'est plus facile à faire, donc on va faire que ça et ce n'est pas forcément l'idée. Donc, pour conclure, pour moi, la VNI, pour moi, et pas que pour moi, hein, dans les conférences de consensus, c'est marqué comme ça, c'est le traitement de première intention de l'acidose respiratoire. On doit le faire dans un endroit où on maîtrise la technique, où on maîtrise la surveillance, tant en termes médical et surtout que paramédical. Ça doit être réalisé dès la mise en évidence de l'acidose.
et les réglages sont bien différents de la situation chronique, mais ça, Léo va vous en parler. Dans tous les cas, ce n'est pas le seul traitement. Il ne faut pas oublier qu'il faut désencombrer les patients, leur faire des aérosols, leur mettre des antibiotiques quand il y en a besoin, leur mettre un traitement anticoagulant, les hydrater, etc., etc. Euh, Toujours se poser la question du sevrage de la VNI. Ce n'est pas parce qu'on fait de la VNI pendant une acidose respiratoire que le patient va obligatoirement sortir avec sa VNI. Donc, il faudra qu'on arrête la VNI. Donc, chez nous, une fois que le patient il a besoin de moins de 6 heures de ventilation non invasive, on arrête la VNI pendant 48 heures, on surveille le patient et on lui fait une gazo et ou une capno au bout de 48 heures. Et bien sûr, on le rebranche entre-temps si, il a des signes de détresse respiratoire qui réapparaissent. Mais on se pose toujours la question de le faire sortir sans VNI, et ce d'autant plus que c'est une décompensation inaugurale, que le patient n'a pas encore été sevré du tabac, qu'il n'a pas eu de réhab, qu'il n'a pas eu les traitements inhalés, etc. Donc on essaie de faire le package complet du traitement du BPCO avant de lui infliger une VNI, sauf bien évidemment s'il y a d'autres éléments par ailleurs, s'il a un syndrome d'apnée du sommeil par ailleurs, s'il est obèse, etc. Là, on se pose la question. Mais chez un BPCO, que BPCO, on se pose la question du sevrage. Et je termine juste pour vous dire qu'il y a un DIU d'assistance, enfin des appareillages respiratoires de domicile qui se fait tous les ans. Les cours ont lieu à Paris. On inscrit les étudiants soit à la fac de Toulouse, soit à la fac de Paris. C'est des cours communs, donc tous à Paris, et ça se fait enfin, ça parle de tous les appareils respiratoires à domicile et des décompensations aiguës, alors de BPCO, de maladies neuromusculaires, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé par la VNI, eh ben, vous pouvez m'envoyer un mail et il n'y a pas de souci, on vous inscrira pour les sessions futures. Je vous remercie et j'espère que j'ai répondu à une partie de vos interrogations et je vais répondre à vos questions maintenant. Merci beaucoup pour ce topo très clair et très complet, tant, sur le plan théorique que pratique. Je pense que ça répond à beaucoup d'interrogations. Je vois pas de questions pour l'instant dans le chat. N'hésitez pas à les poser et puis on les retransmettra. Moi, je me posais juste une question, parce qu'on entend beaucoup parler des canules, d'oxygénothérapie au débit, des canules asymétriques. Est-ce que celles que vous avez évoquées, enfin les études que vous avez évoquées, elles prennent en compte ces canules-là ou on est vraiment dans le domaine de la recherche et c'est pas pour de suite? Alors non, mais les canules asymétriques, elles sont sorties l'année dernière. Donc les études de non-infériorité, elles étaient faites avec des canules symétriques, de même calibre. Et les études qui sont en cours, je ne sais pas, ils utilisent probablement, enfin peut-être maintenant des canules asymétriques, ça dépend du marché de leur hôpital. Nous, on utilise les canules asymétriques. Honnêtement, en termes de travail respiratoire, moi, je ne vois pas forcément beaucoup de différence. Là où il y a une différence, c'est en termes de bruit. Et souvent, enfin, nous, les patients nous disent qu'ils supportent mieux le haut débit avec ces canules asymétriques. Mais ça, c'est surtout vrai quand on utilise le haut débit dans les hypoxémies, où on a des débits très importants. Chez le BPCO, avec des débits, on est à des débits à 30 litres minute, 35 litres minute, donc c'est pas très très haut. La canule asymétrique, on voit pas trop de différence avec les canules de calibre égal. Ouais. D'accord, Et nous, on OK. est passé à un marché de l'hôpital tout canule asymétrique. D'accord, donc c'est quand même, ancré, dans les pratiques. Chez nous, oui. Oui, oui. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour ce topo. Je vois pas de questions dans le chat, donc on va passer à la seconde présentation, donc la présentation, du docteur Gration, qui cette fois, traitera de la ventilation, enfin du devenir de la ventilation chez les patients atteints de BPCO, donc plutôt au long cours. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce webinaire sur l'intérêt et l'indication de la ventilation invasive en chronique dans la BPCO. Donc, alors, hop là, juste une petite page de publicité. N'oubliez pas qu'il est possible de se tenir au courant de toutes les actualités sur la ventilation et l'oxygénothérapie dans la BPCO, mais pas que. En étant membre du GAVO 2, vous pouvez vous inscrire assez facilement. Il y a une liste de diffusion
Il n'y a rien à faire de particulier, vous recevez juste les informations. Il y a le Twitter, alors maintenant qu'on doit appeler X, Gave SPLF ou SomnoVNI. Et puis pour aller plus loin, il y a les DPC de la SPLF. Et pour aller encore plus loin et devenir vraiment un expert, comme vous en a parlé Sandrine, il y a le DU sur les appareillages respiratoires de domicile qui est partagé entre la Sorbonne et l'Université de Toulouse. Donc n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est le DU à faire. Alors, pour parler de ventilation invasive dans la BPCO, on va déjà essayer de revenir un tout petit peu en arrière. Pourquoi on parle de ventilation invasive dans les maladies respiratoires chroniques? Alors, vous allez voir, on va parler beaucoup d'hypoventilation alvéolaire et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, si on essaye de prendre un peu de recul et de schématiser l'organe poumon, on peut voir trois composants. D'une part, vous avez le poumon, qui est vraiment le parenchyme, le tissu pulmonaire, là où vont se faire les échanges. Et globalement, vous avez tous retenu de vos cours de physiologie respiratoire, il va surtout servir à capter l'oxygène, le CO2, même si le poumon il est altéré, même s'il est abîmé, le CO2 va lui partir assez facilement. De l'autre côté, vous avez les tuyaux, donc qui sont surtout les voies aériennes supérieures, qui vont être maintenues ouvertes à l'inspiration. Et quand vous avez des pathologies des voies aériennes supérieures, vous allez avoir soit des détresses respiratoires aiguës, comme vous en a parlé Sandrine juste avant sur les obstructions ORL, il va falloir déboucher, soit vous avez des obstructions répétées au cours du sommeil, et donc vous allez faire des apnées répétées. Et là, on est plutôt sur des pathologies du sommeil. Et au milieu, eh bien, en fait, vous avez la pompe qui est composée de la cage thoracique et du diaphragme, qui lui est vraiment le ventilateur interne de tout le monde et donc de nos patients, et qui lui va permettre de faire le renouvellement de gaz frais au niveau alvéolaire. Et c'est vraiment cette partie-là qui va être atteinte dans le cadre de l'hypoventilation alvéolaire. Donc le ventilateur de VNI, c'est vraiment une pompe externe qui va venir remplacer ou aider la pompe ventilatoire interne, le diaphragme et tous les muscles de la cage thoracique. Avant, les ventilateurs, c'était des soufflets et on comprenait bien ce qui se passait. Ils venaient se gonfler et se vider en complément de la pompe interne. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on met une ventilation? Qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup cette étude qui a été faite dans les années 2000 en post-réanimation chez des patients qui avaient fait un SDRA sévère, qui avaient été curarisés, sédatés pendant longtemps, et donc qui avaient une neuromyopathie de réanimation assez importante. Ils leur ont mis des capteurs dans tous les sens, et donc ici, vous avez les patients qui respirent en ventilation spontanée. En haut, vous avez le débit, donc le débit d'air enregistré avec un pneumotachographe à la bouche. Ils ont mis des canules de pression œsophagienne et abdominale. Et si vous faites la différence entre les deux au moment de la ventilation, vous obtenez une métrique qui s'appelle le PDI. Et le PDI, c'est le reflet du travail diaphragmatique. Alors, on ne va pas tant s'intéresser à la valeur, il faut juste retenir que plus le PDI est élevé, plus le travail diaphragmatique, plus le travail musculaire, plus le travail de la pompe ventilatoire, de la pompe interne est important. Donc là, vos patients ont cette courbe de PDI. Si vous leur mettez une PPC, donc un appareil qui sert à faire une attelle pneumatique au niveau des voies supérieures ou en phase aiguë un recrutement alvéolaire, eh bien, vous allez avoir un débit qui ne change pas, des pressions qui sont décalées vers le haut, parce que vous émettez une pression supplémentaire, et par contre un PDI qui est strictement similaire. Quand vous mettez une PPC, vous ne modifiez pas le travail respiratoire, sauf s'il y avait une obstruction des voies aériennes supérieures. Et par contre, si jamais vous mettez une ventilation invasive à 2 niveaux de pression, donc une PEP et une aide inspiratoire, à ce moment-là, vous gardez le même débit, mais par contre, vous réduisez le travail respiratoire. Ici, à gauche, vous avez une aide à 10, à droite, une aide à 5, et donc vous avez une réduction proportionnelle du travail ventilatoire. Et donc, comme une vidéo vaut mieux que 1000 exemples et 1000 explications, ici, vous avez un patient. Alors, si ça veut bien marcher, hop là. Vous avez un patient qui est BPCO et qui respire, il est à l'état stable, hein. Donc ça, c'est sa vie de tous les jours. Vous voyez, vous avez une activation de tous les muscles respiratoires. Tout ce qui peut activer, il l'active pour respirer.
Donc, on sent bien que même si on n'a pas de capteur, on sent bien qu'il y a un travail musculaire, un travail respiratoire qui est plus important. Voilà, il contracte absolument tout ce qu'il a. Et à droite, là, vous avez, cette fois-ci, le même patient en ventilation spontanée et sous ventilation non invasive. Et vous voyez, d'un coup, la ventilation vient assister le travail musculaire du patient et donc il va moins ventiler. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que le ventilateur va venir remplacer ou aider la pompe ventilatoire. C'est vraiment ça le rôle de la ventilation. On a trop tendance à faire l'amalgame entre VNI, ventilation, et PaCO2. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est initialement, on va aider, remplacer la pompe ventilatoire interne. Et donc, à partir du moment où on a dit ça, on va mettre en place ce type d'appareillage, cette ventilation, chez les malades qui ont une hypoventilation. Et donc, l'intérêt, c'est que les physiologistes, ils ont défini l'hypoventilation à partir des gaz du sang, à partir de la PaCO2. Ils ont dit, une hypoventilation alvéolaire est définie quand il y a une PaCO2 diurne supérieure à 45 mm de mercure. Le problème, c'est que cette ventilation, elle n'est pas stable au cours des 24 heures. La nuit, quand on dort, vous avez une diminution physiologique de la ventilation chez tout le monde. Et quand on a une maladie respiratoire, eh bien, elle peut être plus élevée, plus importante. Donc, c'est un peu compliqué de faire un gaz du sang la nuit. Il y a certaines équipes qui ont décrit des gazométries nocturnes, surtout des équipes allemandes qui ont fait ça. C'est un peu barbare, c'est pas très sympa pour les patients. Et donc, il y a un outil qui va se développer un peu plus, qui va être la capnographie, dont on va parler juste après. Et puis, l'autre problème dans la BPCO, vous l'avez vu avec le topo juste avant, les patients atteints de BPCO, ils peuvent faire des épisodes aigus, des épisodes d'exacerbation où l'hypoventilation alvéolaire va s'aggraver en situation aiguë. Et donc, va se poser la question chez ces patients BPCO, est-ce qu'il faut corriger l'hypoventilation alvéolaire quand le patient est à l'état stable? Ou alors un patient qui fait des épisodes d'hypoventilation alvéolaire, est-ce qu'il ne faut pas le traiter? Donc, on est dans cette interrogation. Donc ensuite, on a dit, la nuit, c'est compliqué de faire un gaz du sang. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un autre outil? Et cet autre outil, c'est la capnographie qui va nous donner une évaluation du dioxyde de carbone transcutané, la PTCCO2. Et donc à ce moment-là, vous avez ici un exemple de capnographie où vous avez un patient qui va être à 38 mm de mercure de PTCCO2 éveillé. Il va s'endormir, il va avoir une majoration de sa capnie. Donc, on tolère, comme il y a des écarts de mesure, on tolère plus ou moins 5 mm de mercure d'écart. Donc là, on monte jusqu'à 44, on tolère jusqu'à 50. Et puis, vous voyez, on a 3 belles phases d'hypoventilation alvéolaire avec une augmentation de la capnie, probablement en sommeil paradoxal. Je dis probablement parce qu'on n'a pas le G, on ne peut pas prouver que c'est du sommeil paradoxal, mais on a probablement ça. Et on confirme bien l'hypoventilation alvéolaire avec une désaturation en miroir. Le problème, c'est que il n'y a pas de définition qui fasse consensus pour dire les données de capnographie de PTCCO2 sont des signes d'hypoventilation alvéolaire. Il y a plein de définitions différentes. On a écrit au GAVO2 des conseils en 2021 pour essayer d'aider un peu les praticiens. Je vous conseille de les lire si ça vous intéresse. Donc, vous voyez, il y a des gens qui disent c'est plus de 55 mm de mercure pendant 10 minutes. D'autres qui disent c'est une PTCCO2 moyenne à plus de 50 mm de mercure. D'autres qui disent c'est à plus de 5% du temps. Globalement, ce sont des définitions qui sont peut-être pertinentes, mais qui sont avant tout des opinions d'experts, certes d'experts, mais des opinions qui ont décidé ça probablement à un congrès autour d'une table ronde avec des bières. Et c'est difficile de dire s'il y en a une qui est mieux qu'une autre. Et elles n'ont pas été validées, notamment pas été validées dans la BPCO. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on peut suspecter une hypoventilation alvéolaire? Donc, on a dit, on peut confirmer l'hypoventilation alvéolaire avec les gaz du sang, peut-être la capnographie, ça a des limites, mais comment on peut la suspecter? Alors, d'abord, il y a les signes cliniques. Les signes cliniques, ils existent. Le problème, c'est qu'ils sont très, très peu spécifiques. C'est des réveils nocturnes, des céphalées matinales, une somnolence, une fatigue, une insomnie, une nicturie, une détérioration des facultés intellectuelles. Globalement, tout patient BPCO
peut présenter ces signes cliniques sans pour autant que ce soit de l'hypoventilation alvéolaire. Vous pouvez avoir les EFR qui, elles, vont vraiment être assez peu spécifiques. Chez les patients atteints de pathologies neuromusculaires, ce qui a été montré, c'est que lorsque vous avez une CV qui est à moins de 40%, vous êtes vraiment à risque d'hypoventilation alvéolaire, mais c'est chez des patients atteints de maladies neuromusculaires, des SLA. La saturation nocturne peut aussi être un outil pour aider à la détection d'hypoventilation alvéolaire. Le problème, c'est que ça marche sur des poumons qui vont être sains. Et lorsqu'il y en a des poumons sains, si on a une hypoventilation alvéolaire, on va avoir une désaturation. L'exemple typique, c'est cette courbe d'oxymétrie où vous avez 3 grandes phases de désaturation qui ressemblent beaucoup à celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Le problème, ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est sur un poumon sain. Dans la BPCO, vous avez une attente parenchymateuse et donc les variations de la saturation ne reflètent absolument pas, enfin, ne reflètent pas forcément des épisodes d'hypoventilation. Et donc, on est un peu embêté parce qu'on n'a que la PaCO2. Et donc, sur la question du rationnel de la VNI dans la BPCO, on voit bien que la VNI, c'est une aide mécanique ventilatoire. On va le mettre en place quand on a une défaillance de la pompe. Et c'est ce que je vous ai dit, en dehors de la PaCO2, on n'a pas grand-chose pour l'instant pour faire ça. Et donc, ça reste le seul biomarqueur qui est utilisé. Mais comme vous le savez, on peut avoir une élévation de l'hypoventilation alvéolaire, enfin une élévation de la PaCO2, donc des signes d'hypoventilation alvéolaire, pour d'autres raisons, et notamment en lien avec l'emphysème, où l'emphysème va entraîner une augmentation de l'espace mort, et donc vous allez avoir une hypoventilation relative. Votre patient, il ventile, mais il ventile un espace qui ne sert pas à la ventilation. Et donc, on est sur un biomarqueur qui est moins bon que dans d'autres pathologies. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, ouais, mais quand même, ça peut marcher, la VNI dans la BPCO. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que ça a d'abord été essayé en aigu. Donc, Sandrine vous l'a montré juste avant, en aigu, ça marche très bien. Depuis le premier essai contrôlé randomisé publié dans le New England de Laurent Brochard, qui a montré que quand vous faisiez de la VNI en aigu chez un patient en acidose hypercapnique, sur BPCO en acidose hypercapnique, vous corrigiez ces échanges gazeux et surtout, vous réduisiez le taux d'intubation, vous réduisiez la mortalité. Donc après, il y a eu plein d'études qui ont confirmé ces données et une Cochrane qui dit ça marche et il faut arrêter de faire des études VNI versus placebo. C'est plus éthique de ne pas mettre de VNI chez des patients atteints de BPC en décompensation acide. Et donc, à partir de là, tout le monde s'est dit, on ne pourrait pas l'essayer au long cours? Est-ce qu'on ne pourrait pas ventiler aussi ces patients qui ont une hypoventilation alvéolaire? Et donc, dans les années 90, il y a eu quelques essais qui ont été réalisés. C'était souvent des petites études avec peu d'effets. Les patients arrêtaient la VNI en cours de route. C'était assez décevant. Et dans les années 2000, commencent à apparaître les grands essais contrôlés randomisés. Donc d'abord l'essai de Casanova, publié dans le CHEST, c'est le premier essai contrôlé randomisé. C'est des petits effectifs, c'est 20 patients à peu près dans chaque bras. On prenait des patients qui étaient très hypercapniques, donc 53 de capnie dans un groupe, 51 de capnie dans l'autre. Et dans un bras, on faisait de la ventilation, dans l'autre bras, on n'en faisait pas. Et ce qu'ils ont montré, c'est ne se passait pas grand-chose. Au bout d'1 an, vous voyez ici les courbes de survie, aucune différence à 1 an. Ensuite, cet essai a été refait, exactement le même schéma, un peu plus de patients, 40 patients dans un bras, 47 patients dans l'autre, des patients bien hypercapniques. On regarde sur 1 an, on regarde la mortalité sur 1 an, et là, pas d'effet non plus, 80% de mortalité, enfin 80% de survie dans chaque bras. Donc, au moins, on confirmait la négativité de l'essai précédent. Et puis un peu plus tard, les anglo-saxons, donc là les Australiens, ont proposé de refaire l'essai en disant nous on va faire mieux que les Méditerranéens. Et donc ils ont fait exactement la même chose. Ils ont pris des patients bien hypercapniques, 54 de capnie dans chaque bras. On ventile ou on ventile pas. On a eu l'impression
au bout de 2 ans, qui commençaient à avoir une séparation des courbes en faveur de la VNI. Mais au bout de 2 ans, c'était déjà au prix d'une dégradation de la qualité de vie. Donc, ça commençait à être un peu gênant. Et puis, en fait, par la suite, les effets se sont taris et on n'a pas trouvé de différence. Donc, l'essai était négatif. Et donc là, bah, c'est gênant. On a 3 essais contrôlés randomisés, VNI versus rien chez des patients BPCO bien hypercapniques. Ça commence à sentir mauvais pour la VNI au long cours, à l'état stable. Et puis il y a des gens, des Néerlandais, qui se sont dit, ouais, mais là, vous avez ventilé des patients qui sont hypercapniques au long cours. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ventiler des patients qui restent hypercapniques après une exacerbation acide. Et donc ça, c'est l'essai Rescue, publié en 2014 dans Thorax, où ils ont pris des patients qui avaient plus de 45 de capnie juste au décours en post-exacerbation, donc en post-réa, ils étaient en service de pneumo, on arrête la ventilation, on fait un gage du sang, on voit ce qui se passe, plus de 45 de capnie, on les randomise, VNI versus pas de VNI, et là, bah, grosse déception une fois de plus, aucun effet, que ce soit sur le risque d'être réadmis aux urgences ou d'être réintubé dans l'année qui vient, et aucun effet sur la survie au long cours. Et donc, bah, qu'avec tout ça, jusqu'en 2014, on était quand même très, très sceptique sur l'avenir de la ventilation au long cours dans la BPCO et on était très gênés. Et à ce moment-là est arrivé un nouveau paradigme, une nouvelle équipe, enfin une nouvelle équipe non, mais une équipe allemande qui s'est dit, vous traitez des patients qui ont une hypoventilation alvéolaire, pour vous c'est le marqueur d'une défaillance de la pompe ventilatoire, mais vous ne mettez pas une ventilation qui a pour but de corriger l'hypoventilation alvéolaire. Vous ne regardez pas ce que vous faites quand vous mettez des VNI. Et en effet, si vous regardez les 3 études, les 3 essais contrôlés randomisés, vous aviez la capnie avant, le slash c'était la capnie après, et en fait les patients avant-après, sans VNI, bah, ils ne modifient pas leur capnie, ça c'est attendu, mais sous VNI, il n'y a pas de modification de la capnie. Et ils disent, bah, en fait, c'est ça votre erreur. Vous n'essayez pas de corriger l'hypoventilation alvéolaire. Et ils ont dit, bah, il faut corriger l'hypoventilation alvéolaire. Et quand est-ce qu'on est le plus hypoventilant? Eh bien, c'est la nuit. Donc ici, vous avez la ventilation minute des patients BPCO à l'éveil, en sommeil lent profond et en sommeil paroxysal. Vous voyez que c'est vraiment la nuit, pendant le sommeil et surtout pendant le sommeil paroxysal, qu'on diminue le plus notre ventilation. Et si on regarde la PTC-CO2 en regard de l'hypnogramme, ben on voit bien que les pics, ce que je vous montrais tout à l'heure, mais cette fois-ci on a l'EEG, les pics d'hypoventilation alvéolaire sont vraiment en regard des phases de sommeil paradoxal. Et donc ils ont dit, il faut ventiler, il faut corriger la capnie et il faut ventiler la nuit. Et donc ils ont montré que c'était possible et pour ça, il fallait ventiler avec ce qu'on appelle une technique de haute intensité. Et donc, ils l'ont montré, ils ont pris des patients, ils ont fait des gaz du sang la nuit, c'est pas très sympa, mais c'est comme ça qu'ils l'ont montré. Donc ici, vous avez des patients baseline. Ils font une période où les patients en blanc, ils sont ventilés avec des réglages en haute intensité. Et vous voyez, quand vous mettez en gris une basse intensité, et quand vous mettez une haute intensité, ben, vous réduisez de manière significative la PaCO2, alors que quand vous mettez avec une basse intensité, la PaCO2 ne bouge pas de manière significative. Et ensuite, ils ont fait un crossover, ils ont vérifié est-ce que c'est pas lié aux patients, est-ce que c'est bien lié au mode ventilatoire. Donc les patients en blanc, ils les ont passés en basse intensité. Vous voyez d'un coup, la PCO2 revient à l'état de base et les patients qui étaient ventilés en basse intensité eh ben, corrigent leur capnie quand vous leur mettez une haute intensité. Donc vraiment, ils disent, bah voilà, faut les ventiler en haute intensité, avec des pressions élevées pour corriger la capnie. Et quand on parle de haute intensité, on parle vraiment de haute intensité. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, mais je vous ai montré, on était sur 8 DED. Là, les patients en basse intensité, ils avaient en moyenne 15 DIPAP, donc 10 DED inspiratoires. Donc c'était déjà plus élevé que l'inspiratoire proposé dans les 3 essais contrôlés randomisés précédents. Et en haute intensité, ils mettent des IPAP jusqu'à plus de 28 cm d'eau. Donc on est à 24 d'aide inspiratoire. Donc c'est vraiment de la haute intensité. De la haute intensité pour les Allemands, c'est important. Et ce qu'ils ont montré, c'est quand vous ventilez des patients en haute intensité, eh bien, vous aviez
ici, c'est les gaz du sang en baseline. En blanc, c'est les patients qui sont ventilés. Quand vous arrêtez la ventilation, ils ont fait des gaz du sang à l'arrêt de la ventilation et puis 30 minutes, 1 heure, 3 heures, 7 heures, 11 heures, 15 heures après l'arrêt de la ventilation. Vous voyez, c'est des patients qui sont sympas quand même. Ils ont prêté leur artère. Eh bien, ce qu'ils ont montré, c'est que vous aviez un maintien de la correction de l'hypoventilation alvéolaire, alors que quand vous ne ventilez pas les patients, eh bien, la PaCO2 reste élevée. C'est très discuté. La raison de ce maintien de l'hypoventilation alvéolaire, enfin de la PaCO2 plus basse, ils ont émis l'hypothèse qu'on restaurait les centres de la ventilation. Il y avait une sorte de reset des centres de la ventilation et qu'on respirait plus vite. C'est très discuté, c'est pas certain. Mais bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est quand vous ventilez bien la nuit, eh bien, les effets, on les voit la journée. Et cet essai a été confirmé, enfin ces résultats physiologiques ont ensuite été confirmés en pratique avec le grand essai de Conline en Allemagne en 2014, publié dans le Lancet Respiratory. Ils ont montré que des patients BPCO stables avec une hypoventilation alvéolaire à plus de 53 mm de mercure, si vous les ventilez avec une aide inspiratoire suffisante, donc là ils avaient 17 d'aides inspiratoires en moyenne, eh bien vous arriviez à faire baisser la capnie. Vous voyez, il passe de 58 à 49 la journée. Donc vraiment, vous baissiez la capnie et surtout, vous réduisiez la mortalité. Les patients qui sont dans le groupe contrôle, donc non ventilés en bleu, meurent plus que les patients qui sont dans le bras VNI, le bras en violet, bordeaux-violet. Et ces données ont été confirmées chez des patients BPCO qui ont fait une acidose hypercapnique, qui restent hypercapniques à plus de 2 semaines de l'épisode. C'est l'essai HOT-HMV, publié dans le JAMA en 2017. Et donc, c'est en Angleterre. Ils ont montré que ces patients BPCO qui restent hypercapniques après une exacerbation, à distance d'une exacerbation, en bleu, meurent moins, enfin, font moins de réadmission aux urgences, pardon, que des patients qui ont juste de l'oxygène. Et donc, ces données ont conduit à l'écriture des recommandations européennes sur la place de la ventilation invasive en chronique chez les patients BPCO. Et donc, ce qu'ils proposent, c'est qu'un patient BPCO hypercapnique à l'état stable ou avec une hypercapnie persistante en post-exacerbation soit appareillé par un appareil de ventilation invasive avec un objectif de réduire, voire de normaliser la PaCO2. Et pour ça, eh bien, il faut vraiment surveiller, monitorer l'hypoventilation alvéolaire et ne pas hésiter à monter les pressions. Ici, je vous montre juste l'exemple. On va dire qu'il faut forcément faire ça, mais ici, c'est le protocole de titration de la VNI dans la BPCO chez les Anglais, donc chez ceux qui ont fait l'étude HMV à Londres. Et donc, ils commencent, ils mettent une IPAP d'emblée à 18, une IPAP à 4, donc une aide à 14, et ils regardent, ils font ça sous capnographie, ils regardent est-ce que la capnie diminue, et si la capnie ne diminue pas, ils augmentent l'IPAP, ils titrent l'IPAP vraiment pour avoir une réduction de la capnie, sachant que ils titrent forcément l'IPAP, pour eux, ils ont un objectif de plus de 25 cm d'eau d'IPAP. Et ensuite, dans un deuxième temps, si malgré cette titration, vous faites baisser la capnie, mais par contre, vous avez quand même une saturation qui est basse, bah, on regarde s'il y a un peu d'événements obstructifs. S'il n'y en a pas, bah, on voit si on ne peut pas augmenter la EPAP. Et sinon, bah, on vient mettre de l'oxygène en plus. Alors, l'administration d'oxygène en plus est très discutée, très discutable. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est il faut avoir une réduction de l'hypoventilation alvéolaire. Il faut avoir une réduction de la capnie. Et donc, il ne faut pas hésiter à monter les pressions. Nous, les patients que l'on suit, ils ont tous des capnographies et on essaye de tous les instaurer sous capnographie pour pouvoir évaluer la PTCCO2 nocturne et la PTCO2 sous V. Alors maintenant qu'on a dit ça, ok, est-ce qu'il y a encore autre chose à faire ou alors est-ce que la messe est dite? Est-ce que tout est écrit? Eh bien non, parce que au final, les patients sont bien difficiles à trouver. Vous voyez, l'étude allemande, il y avait 200, pas de 200 patients qui ont été inclus dans 36 centres. Ils ont été recrutés dans 36 centres en Allemagne et en Autriche. Les inclusions ont duré pendant 7 ans. Donc toute l'Allemagne, toute l'Autriche ont recruté que 200 patients pendant 7 ans pour les ventiler. Ça paraît assez peu. De la même façon, dans l'étude anglaise, vous voyez, il y a eu
2000 patients qui ont été screenés pour 100 patients randomisés. En fait, beaucoup d'exclus, très peu d'inclus, alors que les études, les enquêtes sur les patients ventilés en Europe montrent que euh, quasiment la moitié des patients qui bénéficient d'une VNI bénéficient d'une VNI pour une BPCO. 46% des patients ventilés sont des patients ventilés pour une BPCO. Et en France, par exemple, ça veut dire que sur les 100 000 patients ventilés en France, 50 000 patients ont une BPCO. Donc, vous voyez, on est bien loin des patients qu'il fallait trouver de manière, sous les champignons quand on faisait les études. Et donc, peut toujours se poser la question, est-ce que la PaCO2, c'est un bon biomarqueur? Je vous l'ai montré en introduction, j'espère que je vous l'ai fait comprendre. C'est le biomarqueur qu'on a, c'est celui qu'il faut utiliser, mais peut-être il y a des choses à faire. Ici, je vous donne juste un exemple. Nous, on a travaillé pas mal là-dessus. On a fait des polysomnographies, parce que ça, c'est un petit point qui est rigolo, c'est on fait on met en place une ventilation invasive nocturne sur un biomarqueur diurne. Donc ça aussi, c'est un petit point à discuter qui est intéressant et sur lequel il faudra peut-être dans le futur se pencher. Mais bon, en tout cas, nous, on a fait des polysomnographies à des patients et on s'est amusé. On leur a collé des EMG, donc des électromyogrammes, des capteurs, sur tous leurs muscles respiratoires facilement accessibles. Donc pas le diaphragme, c'est compliqué, mais on a fait ça sur les ailes du nez, les sternos les muscles abdominaux. Et donc ici, vous avez l'exemple d'un tracé d'un patient BPCO assez typique avec un sommeil, si vous savez lire un hypnogramme, donc extrêmement fragmenté, très peu de sommeil lent profond, quasiment pas de sommeil paradoxal, beaucoup de réveil en intrasommeil, une capnie la journée à 44 mm de mercure, donc bien loin des 53 mm de mercure qui indiquaient une ventilation invasive, une capno moyenne quasi normale, 53 c'est pour un BPCO sévère avec 10% de VMS, c'est pas grand-chose. Par contre, vous voyez, il arrive à se maintenir une capnie comme ça et une PaCO2 au prix d'un sommeil extrêmement perturbé et au prix d'une activité musculaire gigantesque. Ici, là, il fait marcher la locomotive de la ventilation de manière assez impressionnante. Et donc, on imagine bien qu'il se maintient normocapnique ou quasi normocapnique au prix d'un effort musculaire très important. Et ce qu'on a montré, c'est que quand vous aviez une activité musculaire très importante, eh bien, les gens mourraient plus que s'ils n'avaient pas d'activité musculaire. Et pour rappel, vous, quand vous dormez, quand on n'a pas de maladie respiratoire, eh ben, il n'y a aucun muscle accessoire qui fonctionne. Et en fait, les courbes, on remarque qu'elles se positionnent, elles se superposent assez bien avec celles des patients SLA. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de myopathie de la BPCO qu'il faut étudier. Est-ce que c'est facile à mettre en place une VNI? Pas vraiment. Ici, c'est une étude faite au CHU de Rouen qui montrait que à 6 mois après l'instauration d'une VNI, vous aviez 50% des patients qui avaient des effets secondaires, 50% des patients qui avaient une absence d'amélioration de la qualité de vie, une qualité du sommeil qui était très mauvaise dans beaucoup de cas. Donc, on n'était pas bon à la suite de la mise en place. Et François vous en parlera juste après, mais peut-être qu'il y aura une place dans le télésuivi qui pourra améliorer ces données et la qualité de vie dans tout ça, parce qu'on a parlé d'exacerbation, de mortalité, mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces deux grandes études que je vous ai montrées ne retrouvaient pas de bénéfices dans le bras ventilé sur la qualité de vie, que ce soit sur le Saint-Georges ou le SRI, dans l'étude de Kuhnlein, mais aussi dans l'étude de Murphy. Et récemment, il y a une étude chinoise avec beaucoup de biais méthodologiques, beaucoup de questionnements, mais qui semble montrer une amélioration de la qualité de vie. François vous en parlait juste après aussi. Si on met un télémonitoring, un télésuivi chez les patients BPCO sous VNI. Voilà, donc je finirai là-dessus. Globalement, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la VNI, c'est une aide mécanique ventilatoire. Ça aide ou ça remplace le travail des muscles respiratoires. L'indication, pour l'instant, ça reste encore l'hypoventilation alvéolaire à l'état stable, une hypoventilation alvéolaire sévère, plus de 52, plus de 53 mm de mercure. En pratique, il faut ventiler avec des hautes pressions, avec comme objectif de corriger l'hypoventilation alvéolaire. Et il ne faut pas hésiter à monter l'IPAP. On s'auto-inhibe et souvent les patients ils tolèrent très bien, voire ils sont beaucoup plus contents avec des aides inspiratoires plus élevées. Et puis demain, il faudra définir la place de la télésurveillance, ses bénéfices. Et moi, je milite pour qu'on essaye de trouver un nouveau biomarqueur d'indication et de suivi plus fin
chez ces patients, plus que l'hypoventilation alvéolaire qui est au final assez grossier. Je vous remercie. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante et très claire également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on les retransmettra. Moi, j'ai une question. Chez ces patients que vous ventilez au long cours, est-ce qu'on peut se poser la question d'un arrêt de la VNI? Et si oui, quels en sont les critères? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors généralement, Heu, BPCO un jour, BPCO toujours, donc à moins d'être transplanté, mais ça c'est une autre problématique. Souvent quand on l'a instauré à l'état stable, on est vraiment sûr que le patient, il a vraiment une hypoventilation alvéolaire, on a plusieurs gages du sang qui le confirment. Là, on l'arrête pas. Par contre, on a beaucoup cette question quand le patient a été instauré après un épisode d'exacerbation avec acidose hypercapnique. Et là, c'est souvent assez compliqué. Et nous, on se base beaucoup sur le patient. Un patient chez qui vous mettez une ventilation invasive avec des réglages en haute intensité et qui la met super bien toutes les nuits, toute la nuit, et qui vous dit ouais, ça me fait du bien, bah, même s'il est normocapnique et que l'indication est un peu discutable, ah, on lui laisse. Un patient, par contre, qui a du mal à la mettre ou alors qui ne tolère que des pressions très faibles, des 6, 7 d'aides inspiratoires, qui dit bah, je la mets pour vous faire plaisir, mais c'est un calvaire, ou alors qu'il la met que la journée parce qu'il n'arrive pas à dormir avec. Là, il faut se poser la question, surtout si l'indication elle est foireuse, surtout en post-exacerbation et qu'il n'est pas hypoventilant. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que on laisse la ventilation à la maison à disposition, on lui demande de s'arrêter pendant quelques temps et on refait une évaluation assez rapprochée au bout de 15 jours avec une gazométrie, une capnographie, voire un examen du sommeil pour se poser la question. Et parfois, peut aussi se poser la question d'un passage à la PPC, alors qui est plus fréquent chez les patients obèses, mais ça peut arriver d'avoir des patients qui décompensent sur des SAS non diagnostiqués, non traités. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Eh bien, merci beaucoup et en plus, vous avez déjà fait une petite transition sur le suivi de ces patients qui sont sous VNI. Donc du coup, bah oui, c'est des patients qui peuvent avoir la VNI sur plusieurs mois, à domicile. Donc la télésurveillance est probablement une alternative pour le pneumologue afin d'en assurer le suivi. Nous allons donc laisser la parole au docteur Buguin, si je prononce bien, pour nous parler de la télésurveillance. On vous entend pas, docteur Buguin. Vous m'entendez? Ouais, là c'est bon, merci. Bon, désolé. J'allais vous dire que j'allais aller rapidement parce qu'on était en retard, mais si je commence comme ça. Et là, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, c'est parfait, merci. C'est formidable. Donc voilà, donc bah, écoutez, merci pour l'invitation. Donc désolé, donc, comme on est un peu en retard, je vais essayer de tenir le quart d'heure pour vous parler de télésurveillance. Et s'il y a des questions, on reviendra dessus par la suite. Donc j'ai une activité mixte à Montpellier, au CHU et en clinique, à la clinique du Millénaire. Donc bon, Léo vient de vous le dire, il suffit pas d'instaurer une ventilation, il faut absolument la suivre. Vous avez vu l'importance de la titration et on va parler un peu des nouvelles technologies pour bien suivre nos patients. Donc évidemment, vous voyez qu'il y a une évolution des technologies, hein. Dans les années 80, on avait la machine sous la main, on a eu les cartes SD qu'on a toujours d'ailleurs, et puis dans les années 2010, l'évolution avec des modems intégrés, des machines qui émettent à distance et donc le
télésuivi avec des plateformes aujourd'hui qui existent de prestataires ou de constructeurs. Aujourd'hui, en fonction des appareils que vous utilisez, vous avez des plateformes spécifiques aux constructeurs qui permettent de faire du télésuivi au jour le jour et du téléréglage, hormis pour les niveaux 3. Et donc, l'actualité, vous disiez tout à l'heure que les internes ne connaissaient pas tous la télésurveillance, mais c'est la majorité des pneumologues, en tout cas libéraux, qui n'ont pas une expérience de ventilation invasive parce que c'est très récent. Et donc simplement, je vais vous refaire une définition rapide de la télésurveillance, de voir un peu où on en est aujourd'hui. Donc en fait, la télésurveillance, c'est un acte de droit commun de télémédecine parmi la téléconsultation que vous connaissez évidemment, téléexpertise, assistance, la régulation médicale et la télésurveillance. Donc c'est dans le Code de santé publique. La définition, elle est simple, ça associe la surveillance d'un médecin, une surveillance médicale, et il faut utiliser des dispositifs ou un dispositif médical numérique, et on reviendra sur ce point qui est important. Donc évidemment, le but, c'est d'interpréter à distance des données et de prendre des décisions médicales. Vous voyez que les objectifs, finalement, ne sont pas très ambitieux. C'est stabiliser la maladie, voire l'améliorer. Le but aussi, c'est d'améliorer la coordination entre les professionnels de santé, je reviendrai dessus aussi, et d'améliorer la qualité de vie. On n'a pas aujourd'hui d'objectif de survie, d'objectif de mortalité, bien qu'on souhaiterait peut-être un jour y arriver. Rapidement, parce que Léo Grassion est revenu dessus, donc on a quelques études sur la télésurveillance, quelques études avec peu de patients pour dire mais quels paramètres on devrait télésurveiller. Vous voyez que Jean-Christian Borel avait démontré que c'était la fréquence respiratoire qui était dans les jours avant une exacerbation liée à cette exacerbation avec une augmentation de la fréquence respiratoire. Il y a aussi des études qui montrent que en ayant une faible ou une grande utilisation de la ventilation non invasive, on avait un pronostic qui était moins bon. On a retrouvé ces données, la fréquence respiratoire, la durée d'utilisation liée aux exacerbations, donc en 2018. Léo vous a parlé également de cette étude de Sandrine Pontier qui est en fait sur le programme ETAP, on reviendra dessus. Donc ETAP, c'est 2018-2022, c'était déjà une première expérimentation de télésurveillance en France et on a montré que les patients qui étaient sous télésurveillance, on améliorait l'efficacité de leur ventilation non invasive, l'observance, la réduction de l'IH et la résolution des fuites. Et on a une étude randomisée contrôlée française. Alors là, c'est pas bien parce que c'est une copie d'un poster, désolé. C'est une cinquantaine de patients, vous voyez, 56 patients. Et dans cette étude randomisée contrôlée d'Arnaud Prigent, on a montré qu'en télésurveillant les patients, on améliorait la proportion de patients sans hypercapnie nocturne. Le critère d'évaluation principal qui était la PTCO2 nocturne, Léo vous a parlé de l'importance de la capnographie, n'était pas atteint. Il vous a également parlé de cette étude chinoise qui est sortie très récemment, qui est en fait la première étude avec un suivi qui est de 6 mois. Bon, vous voyez le nombre de patients, 150, c'est pas énorme non plus. Mais dans cette étude, en effet, on a une amélioration du temps avant l'admission, une amélioration de la qualité de vie. Il y a quand même des différences de titration de la pression inspiratoire. On vous a parlé des études où on allait à 20-25 cm d'eau d'IPAP. Ici, dans le bras contrôle, on est à 16 cm d'eau, mais c'est une première étude randomisée, contrôlée, avec, je vous ai mis en jaune quand même, l'importance du paramétrage des alertes, parce que finalement, aujourd'hui, on a quand même peu de données sur quelles données suivre, quelle temporalité, quel seuil, et je reviendrai rapidement dessus à la fin du topo. Et donc, en 2024, où en est-on? Est-ce que c'est alors pour moi, j'ai mis un point d'interrogation, mais je mettrais même un point d'exclamation qu'en 2024, aujourd'hui, c'est une opportunité. J'avais mis un point d'interrogation en 2022 et 2023. Alors, on a parlé d'ETAP, et donc ETAP, c'est des expérimentations en télémédecine pour améliorer les parcours de soins. C'était 2018-2022. C'est ça, c'est grâce à ETAP qu'on a eu notamment le papier de Sandrine Pontier, ses premières données. Et puis en 2023, il y a eu cette phase de transition pour arriver en juin 2023 à l'inscription de la télésurveillance dans le droit commun. Et on a de la chance en pneumologie, c'est que l'insuffisance respiratoire chronique fait partie des indications pouvant donner lieu à la télésurveillance pour les patients en LD14, que ce soit sous ventilation non invasive ou sous oxygénothérapie. Donc voilà quelques points de ce décret. Donc on a fêté récemment les 12 mois du décret.
Et donc, vous voyez que je vous l'ai dit, donc patients, ils doivent être en ALD14, c'est un point important, sinon on ne sera pas remboursé. Et quand je parle de remboursement, c'est qu'il y a bien un remboursement pour le médecin. Alors, il faut se faire à la, je veux dire, à la nomenclature. Le médecin, c'est un opérateur, et l'opérateur, c'est par patient 28 € par mois. Il faut, pour avoir ce remboursement de 28 € par patient par mois, proposer un accompagnement thérapeutique, une sorte d'éducation thérapeutique, mais à minima. Donc, ce n'est pas un programme d'éducation thérapeutique, c'est bien de l'accompagnement thérapeutique que l'on peut déléguer. On pourra venir dessus. On doit utiliser, point important, un dispositif médical numérique. Et ce dispositif médical numérique, il doit répondre à des référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Et on doit, sur CDMN, regarder les données 2 fois par semaine. Quand je dis nous, les médecins, où on peut déléguer cette gestion des alertes, on pourra revenir dessus. Vous voyez qu'en effet, on peut faire participer IDE, infirmiers de pratique avancée, des kinés. Et la grande différence entre le programme ETAP et aujourd'hui le décret de télésurveillance, c'est que les prestataires de services avaient un grand rôle dans ETAP et ils ne sont pas aujourd'hui nommés dans le décret. Donc aujourd'hui, on verra qu'ils peuvent parfois être distributeurs du dispositif médical numérique. Vous voyez que les données qui sont obligatoires à suivre en télésurveillance sous VNI, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est le nombre d'heures d'utilisation, donc l'observance, c'est la variation du nombre d'heures, la fréquence respiratoire et les fuites. On ne parlera pas d'oxygénothérapie aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Et donc, comment ça marche? Il y a quand même un petit côté contraignant administratif de la télésurveillance, mais quand on s'y met, c'est assez facile. Le médecin doit se déclarer sur un site, on doit déclarer à l'ARS qu'on fait de la télésurveillance et on doit utiliser un dispositif numérique. Et donc, dans les dispositifs numériques, donc les fameux DMN, on a la plateforme donc de SRED qui s'appelle Vestalis Vision, et j'en profite pour remercier les représentants de SRED pour leur soutien du webinaire aujourd'hui. Vous avez d'autres plateformes telles que Borac Connect ou Adel, et donc nous, on doit choisir, déclarer la plateforme avec laquelle on va travailler. Les démarches administratives, vous les retrouvez, hein, vous avez des sites internet qui sont très bien faits, qui nous expliquent en tant qu'opérateur. Donc, je répète, l'opérateur, c'est le médecin. Quelles sont les démarches? La première chose, c'est vraiment de déclarer à l'ARS en expliquant quel DMN on va choisir et surtout en expliquant quel process on va mettre en place pour nos patients insuffisants respiratoires, qui va réaliser l'accompagnement thérapeutique, qui va gérer les alertes 2 fois par semaine, qui va gérer les alertes quand le médecin est en congé, mais parce que 2 fois par semaine, ça demande de l'organisation. On doit faire signer un consentement au patient, c'est un peu comme pour un projet de recherche, c'est un peu contraignant. Et ce consentement, vous voyez, c'est 1 mois, 3 mois, on les fait souvent de manière semestrielle, on les donne après, enfin on les met dans le dossier du patient et donc on doit renouveler, en tout cas on doit renouveler la prescription tous les 6 mois et le consentement évidemment on ne l'a qu'au tout début, mais il faut ce consentement. Simplement aussi pour faire un peu de publicité entre guillemets, parce que j'ai pas de lien d'intérêt financier, on a créé il y a 1 an d'ici une association loi 1901 qui s'appelle Belvédère. Donc vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Vous avez un site internet que vous avez en bas à droite, Asso Belvédère. Donc en fait cette association elle a que pour objectif de communiquer sur la télésurveillance, communiquer auprès des pneumologues et, vous voyez, d'accompagner les pneumologues justement sur ces démarches administratives. Parce qu'au début, on ne connaît pas spécialement et donc pour ceux d'entre eux, vous, des collègues qui veulent adhérer, on a une aide pour adhérer à l'association, pour s'inscrire à la télésurveillance. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez qu'il y a un petit logo, ça Zéphyr Paramètres. Zéphyr Paramètres, c'est une structure de kiné spécialisée en ventilation non invasive et qui peuvent sous-traiter la gestion des alertes. Et donc, moi, dans mon activité aujourd'hui libérale, personnellement, je sous-traite l'accompagnement thérapeutique et la gestion des alertes aux kinés de Zéphyr, qui sont à Bordeaux, moi, je suis à Montpellier, et évidemment toujours en lien avec les prestataires de services avec lesquels on discute des process. Petite pub aussi pour le GAVO2, donc Léo vous a invité à adhérer, à vous inscrire à la newsletter, et donc on vient de sortir les fameux algorithmes de télésurveillance donc du GAVO2. Et donc ces algorithmes de télésurveillance, ils ont pour but d'homogénéiser notre prise en charge. Alors on va pas les détailler, hein, vous pourrez faire des captures d'écran si vous voulez, mais donc vous voyez qu'on a des algorithmes
sur l'observance, moins de 4 heures ou des augmentations d'observance. Et le but de ces algorithmes, c'est aussi de voir qui doit intervenir à quel moment et de remettre des cut-offs. Vous voyez qu'on a mis finalement des cut-offs de 7 jours, donc on va moyenner les données sur 7 jours. Après l'observance, vous avez un algorithme sur les fuites. Vous voyez que la base, c'est de distinguer ce qu'on appelle le pattern de fuite. Est-ce que les fuites sont intermittentes ou est-ce que les fuites sont continues? Et puis de voir est-ce qu'elles sont, si elles sont intermittentes, positionnelles, est-ce que c'est une ouverture de bouche ou est-ce qu'elles sont consécutives à la persistance d'événements résiduels. Et si vous voyez qu'il y a encore des événements résiduels, vous avez le troisième IH supérieur à 10, hein, vous voyez toujours des fenêtres de 7 jours. Et là, vous voyez qu'on demande aux personnes à qui on va déléguer la gestion des alertes de vérifier que ce ne soit pas un problème d'insuffisance cardiaque, qu'il n'y ait pas des nouveaux médicaments, que le masque ne soit pas trop serré. Et on laisse la possibilité aussi d'augmenter, vous voyez, la pression expiratoire jusqu'à un certain niveau en cas d'IH résiduel élevé, évidemment en ayant vérifié toutes les propositions précédemment expliquées. Donc voilà, je vais rapidement dessus, on pourra revenir si vous voulez. Et donc simplement pour finir un petit cas pratique, hein, vous voyez que bon, donc là je vous ai mis, donc là on se connecte évidemment de manière sécurisée au dispositif médical numérique, qui n'est pas, je le répète, une plateforme d'un prestataire ni une plateforme des constructeurs, qui aujourd'hui ces plateformes ne respectent pas les référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Donc on est obligé d'utiliser un DMN certifié, qui est le cas de Vestalis Vision par exemple. C'est le cas des autres aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous retrouvez la liste des patients et vous retrouvez vos alertes. Vous allez pouvoir cliquer évidemment pour voir de manière un peu plus proche. On va pouvoir paramétrer pour l'ensemble des patients, pour tous les patients. Vous voyez toutes les alertes sur l'observance, l'IH, sur les fuites, la variation d'IH respiratoire. Et donc, toutes ces alertes peuvent être paramétrées. Et donc, ce paramétrage, on va le faire avec l'accompagnant thérapeutique et la personne qui va gérer les alertes avec le médecin. Et on va retrouver ces alertes sur les fuites, sur l'IH que l'on a déterminé sur notre tableau de bord. Évidemment, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir avoir un détail de la dernière semaine, du dernier mois ou de la dernière année, avec de nouveau l'observance, les fuites, l'IH, la fréquence respiratoire et les données détaillées. Les nouveautés, c'est qu'on peut faire aussi des rapports détaillés du constructeur et point positif de la plateforme, c'est qu'elle remonte les données des différents constructeurs. Et j'en finirai en vous disant que dans la télésurveillance, surtout quand vous ne le faites pas tout seul, ce qui est quand même fréquemment le cas, il est très important d'avoir une traçabilité des interventions. Et cette traçabilité, on voit là un exemple où vous voyez ici que pour ce patient, on a un accompagnement thérapeutique qui est fait par la plateforme Zephyr, donc l'ékinésithérapeute. Le prestataire ici peut aussi mettre son intervention et vous avez vu là que sur le mois d'août, aussi bien le kinésithérapeute donc, à qui moi j'ai délégué la tâche que le prestataire a utilisé la plateforme, a tracé son intervention et après, moi ici, j'ai été alerté, j'ai pu tracer et en discutant avec l'accompagnant thérapeutique, on a pu résoudre l'alerte. Le but, c'est vraiment évidemment, on l'a dit, de stabiliser l'état du patient, d'améliorer sa qualité de vie. Et donc aujourd'hui, depuis un an, moi j'ai une trentaine de patients suivis. On a une seule fois demandé un déplacement du prestataire. L'idée, c'est surtout pas de faire déplacer des prestataires pour aller changer des masques, parce que ça peut aussi un peu faire peur. Et en tout cas, on a un très très bon niveau d'acceptation et de satisfaction par rapport à la télésurveillance. Et donc voilà, j'ai fini par cette conclusion. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réelle opportunité en pneumologie, hein. Il n'y a pas que nous, les cardiologues, les diabétologues, les néphrologues ont aussi la télésurveillance pour améliorer la qualité de vie de nos patients, la qualité de la ventilation. Et Léo a insisté sur l'importance. On se pose la question sur la détection des événements aigus. On a parlé de BPCO. Est-ce qu'on peut détecter les exacerbations de BPCO? Peut-être, mais c'est encore trop tôt pour l'affirmer. Et en tout cas, ça nécessite une coordination, une organisation et l'utilisation de dispositifs médicaux numériques comme je viens de vous en parler. Voilà, j'arrête le partage. Merci beaucoup pour ce topo. On a en effet appris, plein de choses sur la télésurveillance et puis ça va probablement changer un petit peu les pratiques et les organisations de services, surtout avec les IPA, et les kinés.
Il y a pas de questions pour l'instant dans le chat, mais moi je me demandais si vous aviez eu des retours des patients. Est-ce qu'il y a un sentiment de sécurité supplémentaire, le fait de savoir que, ben, vous recevez les alertes en temps réel? Est-ce qu'il y a des retours de patients de ce côté-là ou des aidants? En tout cas, des patients, oui, et ben, ils sont demandeurs aujourd'hui. Il y a quand même, avec dans la prestation, avec la diminution des forfaits, je pense que les gens sont moins suivis. Alors, notamment en PPC, hein, ventilation, c'est un peu moins vrai, mais quand même dans la LPP de ventilation, c'est une fois tous les 3 mois. Les prestataires, ils n'ont pas aujourd'hui des structures pour suivre de manière bi-hebdomadaire les patients. Et donc, c'est vrai que les patients qui signent le consentement et qui acceptent, ils sont souvent à rassurer. Après, c'est toujours la bonne dose, hein. Il faut surtout pas les solliciter chaque semaine. Et toute la question, c'est à quel moment donné il faut alerter le professionnel et puis répondre aux patients. Pour ça qu'on a mis des fenêtres de 7 jours. Probablement que des fenêtres plus courtes, ce serait contre-productif. Des fenêtres plus longues, bah, on ne détecterait pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, oui, on a des retours positifs. Les patients sont satisfaits, pas tous, hein. Il y en a qui veulent pas être sollicités. Et en tout cas, on a un travail à faire pour savoir à quel moment donné ben, les solliciter si on a une alerte. Très bien, merci. Eh bien, s'il y a plus de questions et qu'il y en a pas de nouvelles qui apparaissent sur le chat, on arrive du coup à la fin de ce webinaire. Un tout grand merci aux orateurs, donc aux docteurs Pontier, Gration et Buguin pour leur disponibilité et leur présentation qui ont été très enrichissantes. Merci à Vestalis pour l'organisation et un tout grand merci à l'ensemble des participants. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.